Salam alaikum. Alors, bienvenue dans cette première leçon. L'objectif de cette première leçon, c'est deux choses. La première chose, c'est te livrer un secret sur la langue arabe, un concept phare de la langue que tu dois absolument avoir en tête dès maintenant. Et la deuxième chose, c'est qu'on va, à partir de ce secret, on va en déduire une grande astuce en matière de méthodologie globale. Si tu dois garder qu'une seule règle de méthodologie, alors c'est celle-ci sans hésitation. Parce que cette seule astuce, tu vas voir, va t'apporter énormément de clarté dans ton apprentissage de l'arabe coranique. Et du coup, tu vas aussi pouvoir apprendre plus vite car tu le sais, ce qui se conçoit avec clarté va pouvoir s'apprendre d'autant plus facilement et rapidement. Alors maintenant, j'ai envie de te dire, de te faire découvrir un truc, comment dire, un truc beau sur la langue arabe. Haja zouina, comme on dit. Pour ça, je vais oser une métaphore. Alors, pour moi, apprendre l'arabe coranique, spécialement, c'est comme te faire déménager d'un ancien appartement, qui serait ta langue française, vers ton nouvel appartement, donc la langue arabe que tu veux t'approprier en tant que musulman. Et avant de déménager, tu es d'accord, ce qu'il faudrait, c'est, je pense, c'est d'abord qu'on te fasse visiter ton nouvel appartement, la langue arabe, et t'expliquer surtout en quoi cette langue est si particulière. C'est quoi son mystère finalement? C'est quoi ce truc beau qu'elle a en elle? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce qu'on t'a déjà dit en quoi la langue arabe était si différente par rapport à la langue française, par exemple? Moi, si tu me poses la question aujourd'hui, là, tout de suite, je te répondrai et je te dirai que la langue arabe est une langue pauvre. Elle est belle par sa pauvreté. Et en même temps, c'est ça qui fait sa plus grande force. Alors, tu as bien entendu, j'ai bien dit pauvre. La langue arabe est pauvre comme notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avant de m'insulter, de me dire comment ça, la langue arabe est pauvre, j'ai toujours entendu dire que la langue arabe était super riche, c'est la langue du paradis, elle ne peut pas être pauvre, etc. Je vais te donner un exemple tout de suite et tu vas comprendre de quoi je parle. Et ça va se passer dans le slide suivant, Inch'Allah. Alors voici l'exemple d'un mot unique. Ce mot est cité dans le Coran, dans la sourate numéro 18. C'est la sourate que tu connais sûrement, c'est la sourate Al-Kahf, la caverne. C'est un mot que tu retrouves dans le verset numéro 77. Ce mot, c'est le mot istat'ama. Je répète, istat'ama. Alors ici, on a un seul mot. Sais-tu comment est-ce qu'on traduit ça en français? Normalement, tu ne sais pas, parce que à ton niveau, tu ne sais que lire arabe, tu ne comprends pas encore. Alors, je vais te dire en français comment est-ce qu'on traduit ce mot. En français, ce mot va nous donner toute cette phrase. Ils ont tous deux demandé de la nourriture. Donc, tu vois bien que, alors qu'en arabe, on n'a eu besoin que d'un seul mot, en français, on a eu besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Donc 8 mots en français contre un seul en arabe. Donc tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit que l'arabe était une langue pauvre. Pauvre dans le sens où justement avec peu de mots, ici un seul mot, tu l'as vu, tu dis beaucoup de choses, tu dis beaucoup de sens. Pauvre en mots, mais riche en sens. Alors j'aurais peut-être dû employer un autre mot, le mot économe par exemple, au lieu de dire que la langue était pauvre, dire que la langue arabe était une langue économe. Mais je voulais un petit peu te bousculer et surtout te garder avec moi dans la vidéo, te garder réveillé dans cette leçon. Alors maintenant, rapidement, je t'explique, c'est pas vraiment le but de la leçon, mais je vais t'expliquer un peu rapidement pour que tu saches comment, à partir d'un seul mot, un seul mot a pu contenir toute une phrase en fait. Alors le sens primitif de nourriture, il est donné par ce qu'on appelle la racine. La racine, c'est quoi? C'est ce que je vais te mettre en rouge. Alors regarde bien. Regarde. Voilà, la racine, c'est ces trois consonnes. La consonne ba avec la consonne aïn et la consonne mime. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la racine. On aura l'occasion de reparler des racines, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Mais si tu veux, schématiquement, la racine, quelque part, c'est un peu le mot primitif. Voilà, le mot tout nu en fait, voilà, comme les hommes primitifs, ils étaient tout nus à l'époque. Donc le mot primitif, c'est le mot tout nu et tout le reste, c'est de l'habillage périphérique. Tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est en noir en fait. Tout ce qui est à côté en noir, c'est de l'habillage périphérique. Tu peux dire que c'est une sorte de costume, un habit qui va venir habiller ce mot primitif. Donc le mot primitif,
les trois lettres, les trois consonnes nous ont donné le sens de nourriture, nourriture qui est ici dans la phrase. Et tout le reste de la phrase, en fait, tout le reste du sens, il va nous être donné par ce qu'on a appelé le costume, l'habillage périphérique. Et c'est ce costume donc, qui nous donne tout le reste. Et combiné ensemble, ça va nous donner toute cette phrase. Ils ont tous deux demandé de la nourriture. Donc tu vois bien que l'essentiel du sens ne vient pas du mot, primitif, mais il vient du costume, de l'habillage. Si on dit que l'habit ne fait pas le moine en général, bah ici, en l'occurrence, l'habit contribue beaucoup au sens. Et la puissance du truc ne s'arrête pas là, enfin je ne sais pas si tu te rends compte, car cet habit-là, ce costume, on peut le réutiliser avec d'autres mots primitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te donne par exemple une racine, un mot primitif, voilà, pour reprendre un peu notre métaphore, si je te donne un mot primitif que tu ne connais pas, comme celui-ci par exemple. Alors avant, je vais quand même faire du propre. Alors attends, je vais enlever tout ça. Allez, on n'en a plus besoin. J'enlève tout ça et je vais te donner un mot primitif, un nouveau mot primitif que tu ne connais pas. Ce mot primitif, il est composé de trois consonnes, la lettre sin, la lettre qaf et la lettre ya. Ça, tu ne connais pas son sens, mais c'est pas grave. Ce mot primitif, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'habiller avec notre fameux costume. Ça, c'est un costume que tu as déjà rencontré. Hop. Donc, j'habille ce mot primitif avec ce costume. Et si je te demande de me donner le sens du mot global, tu vas déjà pouvoir me donner 80% du sens en fait. Tu vas me dire que ce mot signifie « ils ont tous deux demandé ». Alors après, tu vas être bloqué parce que tu ne connais pas le sens du mot primitif. Mais tu vois bien que tu m'as donné 80% du mot global. Donc ici, en l'occurrence, le mot primitif, il a trait au fait d'être abreuvé. En fait, le sens global du mot, c'est « ils ont tous deux demandé à boire », tout simplement. Mais tu vois bien la puissance de la chose, c'est que tu as pu, en connaissant juste un costume, tu as pu en déduire d'autres sens, même si tu ne connaissais pas le sens du mot, du noyau, en fait, du mot primitif. Dans le slide suivant, je vais te montrer un autre exemple qui va te surprendre encore plus. Il va même te scotcher, comme on dit. N'oublie pas qu'on est toujours dans la thématique d'illustrer en quoi, avec peu de mots, l'arabe dit beaucoup de choses. Donc c'est cette beauté qu'on veut mettre en évidence. Dans cet exemple, je vais prendre deux mots. Le mot sayyara qui signifie voiture et le mot jamila qui signifie belle. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, ces deux mots, côte à côte. À chaque fois, je vais les mettre dans le même ordre et je vais former 4 agencements. C'est ce que tu vois dans la colonne de droite. Il y a 4 lignes et dans ces 4 lignes, j'ai repris ces deux mots et je les ai mis côte à côte à chaque fois. J'ai formé 4 agencements différents. Et chaque agencement de mots, chaque combinaison de mots ou fragment, si tu veux, va avoir un sens différent. Pourtant, à chaque fois, ces mots sont côte à côte. C'est les mêmes mots. Je n'ai pas ajouté d'autres mots en fait. Hein. Ils ont le même ordre, c'est les mêmes mots et je n'ai pas ajouté d'autres mots. Et la preuve que ça nous donne 4 sens différents, c'est que si on traduit ces 4 fragments en français, alors en français, tu vas voir qu'on va avoir besoin de mots supplémentaires pour traduire le sens supplémentaire. Dans le cas 1, tu vois bien qu'on a eu besoin, ici on a traduit par une belle voiture, on a eu besoin d'un adjectif épithète. Dans le cas numéro 2, on a eu besoin en français d'ajouter carrément le verbe être pour traduire le sens. Dans le cas numéro 3, on a eu besoin d'ajouter la particule de et le sens s'est transformé en un sens, en une relation de possession. C'est la voiture de la belle. Dans le cas numéro 4, là aussi on a une relation de possession, sauf que c'est plus la belle qui possède la voiture, c'est Jamila. Donc tu vois bien, 4 sens radicalement différents,
qu'on a obtenu en arabe sans ajouter de mots supplémentaires. Alors la question qui se pose, c'est quoi? C'est d'où provient ce changement de sens à chaque fois si ça ne vient pas directement des mots eux-mêmes. Alors pour répondre, il suffit juste de bien observer. Alors je vais peut-être te zoomer un petit peu le tableau. La partie, voilà, je vais te montrer les 4 agencements dans la colonne en arabe. Donc si tu regardes bien, si tu observes bien, tu remarqueras des variations alors presque infimes. Pour un novice, voilà, bah, toi tu es un novice typiquement, tu ne sais normalement que lire arabe, tu ne comprends pas encore. Pour toi, il n'y a pas vraiment de variation. À chaque fois, on a utilisé les deux mêmes mots. Après, si tu observes encore mieux, donc tu vois bien qu'il y a quand même des petites variations. Les petites variations, on va les voir où? Elles vont se situer au niveau des voyelles finales. Regarde ici, dans la première ligne par exemple. Ici, on a un tanwin dhamma sur le mot sayyara. Alors que si je prends, alors que dans les 3 autres agencements, on a uniquement une seule dhamma, une seule dhamma, une seule dhamma. Pareil pour le mot jamila. On a ici un tanwin, dhamma, ici pareil un tanwin. Par contre, dans le 3e, on a une kasra. Dans le 4e, on a une fatha à la fin du mot jamila. L'autre chose qui change un petit peu, c'est que parfois, on a la présence de l'article défini, l'article L. Ça, tu dois le connaître parce que tu as dû l'apprendre quand tu apprends à lire arabe. Tu es obligé d'apprendre cet article. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à lire arabe, tu apprends à faire les liaisons et on t'enseigne cet article. Donc cet article, tu vois que parfois il est présent, parfois il n'est pas présent. Dans le cas numéro 1 ici, il n'est pas présent, nulle part. Dans le numéro 2, il est présent au début du mot sayyara. Dans le numéro 3, on l'a mis au mot jamila ici. Et dans le 4, il est absent, on ne le voit pas. Donc là aussi, en fait, tu vois bien qu'une partie du sens n'est pas venue directement des mots. En fait, par rapport à, comme tout à l'heure, en fait, regarde, je récapitule. Tout à l'heure, avec le mot istat'ama, tu te souviens, ils ont tous deux demandé de la nourriture. On a vu que le sens pouvait être véhiculé par une sorte d'habillage périphérique. En grammaire, on appelle ça une forme ou un schème. Bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Et là, tout de suite, on vient de voir quoi? On vient de voir à quel point les voyelles finales pouvaient modifier le sens. Ces changements de voyelles, en grammaire, en arabe, on appelle ça al-i'rab. Et ça, c'est au cœur de ce qu'on appelle de la syntaxe arabe, d'une matière qu'on appelle la syntaxe, qui en arabe s'appelle al-nahm. On verra tout ça plus tard, c'est pas le plus important. En fait, si on résume le truc, regarde, on va résumer ça dans ce que j'ai appelé moi le secret. Le secret, si tu te souviens, je devais te donner un secret, le secret de la langue arabe. Ce secret, je vais te le donner tout de suite dans le slide suivant. Alors ce secret, ce fameux secret, on peut le résumer ainsi. La langue arabe, en arabe, plus que dans toutes les autres langues, en arabe, une bonne partie du sens est véhiculée à la périphérie des mots. Donc il doit être cherché à la périphérie des mots. Ce secret a même été rappelé par un grand savant, le savant Ibn Khaldoun au XIVe siècle, dans un fameux ouvrage qui s'appelle Al-Muqaddimah, qui est une partie introductive à une grande somme carrément qui parle carrément de sociologie historique. Ce grand savant, alors que je pense que tu connais parce que c'est une autorité, il est considéré comme le précurseur de la sociologie moderne. Tu dois connaître, hein, c'est un maghrébin comme toi. Si tu es maghrébin et lui il est maghrébin, il est de Tunis, il est issu d'une famille andalouse. Donc lui, alors il dit pas ça en ces termes. Moi, je te redis ça avec mes mots. Et surtout, alors pourquoi j'emploie le mot périphérie? Parce que pour moi, ce mot, il résume bien, selon moi, qu'on n'est pas dans le mot en tant que tel. Et ça, c'est nouveau pour toi. C'est quelque chose qu'on n'a pas en français. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur ça. Donc on l'a vu tout à l'heure. Hein, tu as bien vu qu'avec l'habillage périphérique, autour du mot primitif, on avait un sens supplémentaire. On vient de le voir avec les voyelles périphériques, c'est-à-dire que les voyelles finales qu'on mettait à la fin des mots, qu'on faisait changer, on changeait ces voyelles finales et ça nous changeait carrément le sens du mot. Donc tu vois bien qu'il y a une grande partie du sens en arabe
qui n'est pas contenu dans le mot primitif, c'est-à-dire le mot que tu vas aller chercher dans ton dictionnaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'emploie le mot périphérie. C'est un peu comme le périphérique français à Paris, en fait. Hein. Si tu ne connais pas Paris, tu ne peux pas comprendre le sens de Paris si tu n'as pas expérimenté le périphérique parisien. Tu connais le périph', si tu as été à Paris, si tu as vécu un petit peu à Paris, tu connais. Eh bien, la langue arabe, c'est comme Paris. Tu ne peux pas comprendre le sens de la langue arabe si tu ne vas pas t'aventurer à la périphérie des mots, en fait. Il faut aller sur le périphérique. Bon, ça c'est une parenthèse un peu une blague à part. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour toi en termes de méthodologie? Ça veut dire que pour la recherche de sens, en arabe, tu vas particulièrement faire attention à des choses auxquelles tu ne faisais pas attention en français. Donc il va falloir créer de nouvelles cases. Tu te rends compte qu'il va falloir créer de nouvelles cases. C'est des choses que tu ne connais pas. Donc si tu veux, si on reprend l'exemple du déménagement, tu te souviens au tout départ, je t'avais dit que l'arabe c'était comme un déménagement de la langue française vers un nouvel appartement qui est ta langue arabe. Donc ton nouvel appartement, la langue arabe, il faut bien prendre conscience qu'il n'aura pas les mêmes cases qu'en français. Il n'aura pas les mêmes pièces. Il va te falloir créer tes propres cases, des cases propres à la langue arabe. En un mot, tu vas devoir cartographier. Voilà, c'est le mot à retenir. Tu vas devoir cartographier et schématiser cette nouvelle langue pour pouvoir t'orienter dedans. Tu vas devoir cartographier sa grammaire et surtout avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Et je viens de commencer à t'esquisser un peu cette vision d'ensemble. Et si on schématise cette vision d'ensemble, là, ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Alors attends, je vais faire du propre. Regarde. On peut schématiser ça sous forme de tableau. Alors tu vois, tu peux faire un dessin, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'aide un peu à créer les cases et à schématiser les choses. C'est que dans notre recherche du sens, donc quand tu vas être face à de l'arabe, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas avoir affaire à des mots, donc ce qu'on appelle le lexique. Le lexique, c'est quoi? C'est les mots que tu trouves dans ton dictionnaire en fait. Hein. Donc le sens, il va venir de là, en arabe. Donc on va mettre une croix ici. D'ailleurs, c'est comme le français. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Là où il y aura une différence, c'est que en arabe, on va aussi regarder ce qu'on appelait, tu te souviens, le costume. Le costume, c'est quoi? C'est en langage technique, c'est ce qu'on appelle des formes verbales et nominales. Donc, on va regarder ça en plus en arabe. On va aussi regarder les voyelles finales en arabe, chose qu'on n'a pas du tout en français. On va aussi regarder un petit peu l'agencement des mots, un peu comme ce qu'on a vu avec les deux mots sayyara et jamila. Parce qu'on a vu, il y avait l'histoire des voyelles, mais il y avait aussi la présence ou pas de l'article défini. Donc tout ça, en fait, globalement, on peut parler d'agencement des mots. Alors soit au sein de petits fragments, comme on l'a vu, soit au niveau on le verra plus tard ça, soit au niveau de la phrase globale, on verra que l'agencement des mots a son importance. En français, on regarde un petit peu l'agencement aussi des mots, mais c'est un petit peu différent. En français, on va surtout regarder l'ordre des mots. En arabe, on verra que c'est un petit peu différent. Donc, tu vois bien qu'un peu le fait de schématiser comme ça te permet d'avoir une idée claire en fait, une idée claire, une vision globale de la langue. Là, sur une petite partie en fait. Et moi, je vais te faire ça sur plein de choses. Tu vas voir, au fur et à mesure qu'on va faire les leçons, qu'on va avancer dans le programme, je vais te schématiser les choses pour pouvoir pour te permettre de te repérer. Alors pourquoi c'est important en fait de cartographier, de schématiser la grammaire? Bon, normalement, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, et ce début d'esquisse, tu sens bien la clarté que tu vas gagner à chaque fois en fait. Hein. C'est évident, ça crève les yeux. Mais en plus de ça, cartographier et schématiser, prendre du recul, ça répond à un des grands défauts des méthodes habituelles. Les méthodes habituelles qui t'enseignent la langue arabe et l'arabe coranique notamment. Alors je vais t'expliquer dans le slide suivant, tu vas voir. Alors voilà, je t'explique. Alors la plupart des méthodes habituelles, traditionnelles, elles ont deux grands défauts. Il y a le premier défaut, c'est le défaut que j'appelle tête dans le guidon. Voilà, le défaut tête dans le guidon, c'est quoi? Alors ce défaut, c'est quoi? C'est que ces méthodes ne font pas assez le lien entre les règles de grammaire en fait.
elle ne te situe pas assez dans l'ensemble de la grammaire, dans l'ensemble de la langue arabe. En fait, tu as la tête dans le guidon et au lieu de temps en temps de la relever et d'avoir une vision globale pour savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu avances. D'où, et ça c'est la réponse à ce défaut, c'est d'où l'importance de devoir cartographier la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'expliquer comment chaque règle va s'inscrire dans notre recherche du sens d'une phrase, d'un verset. Car c'est ça ton objectif final, c'est de comprendre et comprendre. Je veux dire, la règle de grammaire théorique, entre guillemets, on s'en fiche si tu n'es pas capable, à partir de cette règle, d'aboutir à un sens final. Cette règle ne te sert à rien si tu n'aboutis pas à saisir le sens avec cette règle. Alors t'inquiète pas, moi c'est mon rôle de formateur de faire ça et de toujours te permettre d'avoir ce recul, comme je viens de le faire là, en t'expliquant comment le sens va s'exprimer en arabe différemment du français. C'est primordial, surtout quand c'est un truc inédit, hein, comme là on vient de le voir, c'est quelque chose d'inédit par rapport au français. Donc c'est important pour moi de devoir te l'expliquer. Parce que tu verras, il y aura des choses qui sont à peu près comme le français, ça va fonctionner comme le français, donc ça on va les expliquer. Mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est important de te montrer la spécificité et de situer ça dans une vision globale. L'autre grand défaut des méthodes, c'est quoi? C'est ce que j'appelle moi le défaut gavage. Alors gavage, c'est quoi? C'est qu'on te gave de règles de grammaire jusqu'à t'étouffer. Et en général, en mode gavage, normalement, tu ne tiens pas longtemps avant d'abandonner ton apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on sait tous comment termine loi gavée. Hein. Une loi que tu gaves, elle termine comment? Elle est zigouillée et elle termine dans l'assiette de ton voisin au repas de Noël. Alors nous, comment on va résoudre ce deuxième défaut-là, le défaut qui est ici là? Comment est-ce qu'on va le résoudre? C'est tout simple en fait, hein. C'est très très simple. On va déjà alléger le truc. On va trier dans toute la grammaire arabe, on va trier la part essentielle. Si tu veux un peu les 20% utiles pour rapidement être opérationnel et commencer à lire, alors soit le Coran, soit des textes classiques, lire dans le but de comprendre bien sûr. Hein. Le deuxième élément c'est quoi? Il est là le deuxième élément, c'est que dès le départ, on ne va pas rester dans la théorie longtemps en fait. On va tout de suite aller sur le terrain d'application et dès le départ, on va illustrer les règles par des exemples concrets lié au Coran ou à autre, mais on va tourner autour du Coran en général. Parce qu'une règle, ça, je l'ai déjà dit, hein, une règle c'est quoi? N'est jamais su tant que tu ne sais pas la mettre en œuvre en fait, hein, tant que tu ne sais pas la mettre en œuvre sur un exemple réel. Alors maintenant, moi ce que je t'invite à faire, c'est je t'invite à télécharger le PDF de cette leçon, de cette vidéo. Tu n'as rien à mémoriser dans cette leçon, c'est juste relire et repenser à tête reposée à ce qu'on a dit, et comprendre comment est-ce que ça va t'aider. Car moi, mon objectif pour toi, c'est quoi? C'est que tu apprennes avec intelligence et de manière réfléchie. Je veux t'apprendre à pêcher en fait. Hein. Moi, je veux t'apprendre à pêcher et surtout te mener vers l'autonomie le plus rapidement possible, plutôt que de te faire cumuler des règles de grammaire jusqu'à en faire une bouillie dans ta tête. Moi, c'est pas ça mon objectif. Donc relis bien le PDF, revois la vidéo et essaie d'en extraire vraiment l'essentiel de ce que j'ai dit. Et donc je te dis à la prochaine leçon, Inch'Allah, et ma'as-salam, assalamu alaikum.